Le Mans Ultimate, Assetto Corsa Evo, Project Motor Racing et même Gran Turismo 7 en Spec 3, honnêtement, on est vraiment bien servi en cette fin d'année pour les jeux de course de sport automobile. Mais pendant que tout le monde a les yeux rivés sur toutes ces nouveautés et sur ces jeux qui arrivent sur console et sur PC, il y a un acteur qui avance dans l'ombre, méthodiquement, dont on n'entend finalement pas énormément parler. Cet acteur, c'est la simulation sport auto numéro 1 en termes d'utilisateurs quotidiens, qui continue de grossir gentiment mais inlassablement. Cet acteur, c'est iRacing. iRacing, c'est le top de la simulation. Autant aimé que parfois détesté, je vais vous parler dans cette vidéo de la stratégie d'iRacing et comment ils sont en train, sur le moyen, sur le long terme, de gentiment tuer toute la concurrence et pourquoi nous allons tous y finir ou y revenir. Le futur du marché du sim racing ne se joue pas en piste mais bien en coulisses. C'est parti. Pour beaucoup, iRacing, c'est un jeu PC élitiste, hors de prix, réservé à une poignée de tryharders qui ne jurent que par l'e-sport, en tout cas l'aspect compétitif de la course automobile. Vous avez tous entendu ces clichés et même ce surnom iRenting pour caricaturer le système d'abonnement propre à iRacing. Sauf que la vérité est tout autre. Je vais commencer cette vidéo par un graphique. Ce graphique représente la courbe de distribution de l'iRating chez les utilisateurs d'iRacing. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'iRating, c'est votre note qui qualifie votre niveau face aux autres pilotes, votre performance et votre fierté dans le jeu que vous affichez sur les réseaux sociaux quand vous passez les 4000, les 5000, les 6000 et même bien plus pour les plus mordus de la simulation. Sauf que, comme vous le voyez sur ce graphe, 90% des iRacers ont moins de 2000 d'iRating, ce qui est au final très faible pour des soi-disant compétiteurs. Et ça veut dire déjà quelque chose d'important. Ça veut dire que la grande majorité n'est pas composée d'une élite, mais elle est composée de joueurs casual, de passionnés qui veulent rouler et se prendre pour des pilotes sans avoir besoin d'être le prochain Senna. Et là, on met une grosse différence entre la réalité et ce qu'on perçoit sur les réseaux sociaux. Le cliché du sim racer hardcore sur iRacing, il ne représente finalement qu'une petite minorité très bruyante. Et ça, iRacing, ils le savent, mais depuis le début. Et je vais vous prendre un exemple, celui de l'e-sport. iRacing n'a jamais vraiment mis ses œufs dans ce panier-là. Si je compare à la concurrence, Gran Turismo a mis du temps et continue avec des moyens qui sont quand même assez considérables. Assetto Corsa compétitionné, ils s'y sont cassés les dents. Et Rennsport, bon, est-ce qu'on parle vraiment de Rennsport, quoi? iRacing a compris depuis le départ que l'e-sport n'était pas son avenir dans le sim racing. Ils font finalement, sur cet aspect purement compétitif, la même chose depuis 15 ans. Il y a 2 ou 3 World Championships qui sont parfois renouvelés au gré des modes et il y a les Special Events. Et c'est tout. C'est la même chose depuis littéralement 15 ans. Et ils ont été détestés pour ça il y a quelques années, notamment aux grandes pompes autour des F1 eSport, autour du SRO eSport sur Assetto Corsa, autour du WRC eSport et des Le Mans Virtual. Sauf qu'aujourd'hui, sur toutes les compétitions que je vous ai citées, combien il en reste? Absolument aucune. Et ça, c'est autant d'argent et de frais de structure qu'iRacing a économisé pendant que la concurrence dépensait à tout va sur un secteur qui a complètement périclité. Et d'ailleurs, en parlant d'argent, iRacing a aussi permis autre chose au-delà de sa simulation, c'est de créer une économie autour de lui. RaceSpot TV pour le broadcast, Virtual Racing School ou VRS, la team Redline de Verstappen, Coanda qui est devenue la team Porsche eSport, aucune de ces entités n'existerait aujourd'hui si iRacing n'avait pas permis et autorisé de développer des compétitions et des services autour de sa simulation. Et c'était assez malin parce qu'en plus ça vous évite de dépenser en interne de l'argent et ça vous améliore votre simu grâce à votre communauté. Alors le cliché, oui, vous allez me dire, c'était pour s'en mettre encore plus plein les poches, mais la réalité, elle est quand même beaucoup plus nuancée et surtout, elle est beaucoup plus ambitieuse. Au départ, le concept d'iRacing est très simple. C'est une simulation sur PC, le but être le plus réaliste possible, avec un modèle financier d'abonnement et vous achetez ensuite voitures et véhicules. Mais aujourd'hui, c'est bien plus que ça. iRacing est devenu un éditeur sous le nom iRacing Studios. Je vous en ai parlé souvent et je vous en parle régulièrement dès que je parle d'iRacing sur la chaîne, au point que, avant même qu'iRacing Studio ait été annoncé cette année, la première fois que je vous en ai parlé de ce changement et de ce revirement de cap stratégique, c'était il y a 3 ans dans cette vidéo. Et je ne peux qu'insister sur ce pivot parce qu'être un éditeur, c'est
tout autre chose que d'être juste un développeur de jeux vidéo. Et il faut qu'on fasse une parenthèse d'ailleurs sur le marché du jeu vidéo pour vraiment vous faire comprendre cette nuance. Faut se poser la question de quels sont les acteurs qui font un jeu vidéo. En général, ils sont deux, l'éditeur et le développeur. L'éditeur, c'est celui qui finance le jeu et qui possède la propriété intellectuelle autour de ce jeu. C'est lui qui le commercialise. Le développeur, c'est celui qui par contre crée le jeu, c'est-à-dire qui est en train de coder et qui fait que ça fonctionne. Je vais vous prendre un autre exemple d'une franchise connue mondialement, les Pokémon. Si je vous dis Pokémon, vous allez me dire Nintendo. Sauf que Nintendo ne développe pas les jeux Pokémon. Nintendo, il possède et commercialise Pokémon. Ce sont les éditeurs et les développeurs sont les studios que Nintendo paye pour faire les différents jeux Pokémon. Et d'ailleurs, c'est pas toujours le même studio qui fait les différents jeux Pokémon. Et c'est là que commence à apparaître la différence principale entre éditeur et développeur. iRacing de base était connu en tant que développeur vraiment d'une solution de jeux vidéo avec son propre modèle et son propre shop financier, avec son abonnement et son site pour vendre sa solution. Une stratégie finalement dès le départ hybride à la frontière entre éditeur et développeur. L'intérêt financier de l'un ou l'autre, c'est quoi? L'intérêt financier d'être éditeur, c'est que vous récoltez le cash sur absolument toutes les unités que vous allez vendre. Le risque par contre, c'est le coût de développement du jeu parce que c'est vous qui financez. Donc si le jeu fait un bid, pour le coup, c'est double effet qui se coule parce que le développeur, lui, aura touché l'argent que vous aurez financé chez lui, sauf que si vous n'avez pas suffisamment de ventes pour compenser justement ces coûts de développement, pour le coup, la stratégie d'éditeur devient fragile. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on connaît pas mal de difficultés actuelles dans le monde du jeu vidéo. Je prends l'exemple d'Ubisoft. Vous avez finalement des coûts de développement de jeux vidéo qui sont super importants, mais des ventes qui ne suivent pas derrière, et du coup, les éditeurs s'en retrouvent fragilisés. Par contre, si ça marche, vous êtes sur une montagne de cash. Pourquoi finalement choisir en être l'un ou l'autre et pas finalement faire les deux? Et c'est là où on revient à la stratégie et à iRacing sur PC. Après avoir accumulé des profits grâce à la simulation sur PC iRacing.com, iRacing a commencé il y a quelques années à racheter des studios et récupérer des développeurs de chez Project Cars, de chez rFactor 2, bref, de la concurrence. Ils étaient au départ aux États-Unis, ils y sont toujours avec des nouveaux bureaux, mais ils ont aussi désormais une antenne européenne. Et ils ne produisent en 2025 non pas qu'un seul jeu et une simulation sur PC, mais une gamme complète. World of Outlaws, c'était le point de départ pour arriver sur console, Exocross, NASCAR 25 qui sort littéralement dans une semaine, un jeu d'IndyCar qui arrive l'année prochaine, toujours la simulation sur PC, et puis même un jeu arcade appelé iRacing Arcade. Bon en business, mais pour le naming, ils sont pas allés chercher le midi à 14h, on va pas se mentir. Et la clé dans tout ça, et dans cet écosystème dont je viens vous parler, propre à iRacing, c'est que ces jeux ne sortent pas que sur PC, mais aussi sur console. Et c'est là qu'on commence à voir le plan qui se dessine réellement autour de iRacing Studios. Parce que jusque-là, iRacing.com, on peut le dire, il plafonnait quand même au bord des 300 000 utilisateurs qu'ils ont fini par passer cette année. La croissance, elle est finalement assez organique, assez lente et assez limitée. On monte vraiment progressivement, mais pour grandir plus vite, il fallait passer par un autre chemin. Et ce chemin, ce sont les consoles. Parce que oui, toucher le grand public avec des jeux plus accessibles, vous allez me dire oui, c'est pas la même chose que sur PC, c'est pas la même qualité, c'est pas finalement la vraie philosophie d'iRacing, mais c'est pas le point. La philosophie d'iRacing, c'est que c'est pas uniquement un développeur, c'est un éditeur, donc il y a un enjeu business. Si je vous prends l'exemple de Gran Turismo 7 que j'ai cité en tout début de vidéo, Gran Turismo 7 va atteindre les 10 millions d'unités vendues. 10 millions face à 300 000 utilisateurs pour iRacing. L'échelle, c'est un x30 à x35. Si demain vous possédez un business, je vais vous voir et je vous dis, vous pouvez multiplier par 30 ou 35 votre business. Vous allez me dire oui. C'est exactement la stratégie qu'iRacing est en train d'employer et de déployer. Et attention, ne croyez surtout pas que tout ça se fait au détriment du cœur de base de iRacing.com et de sa simulation sur PC. Ça serait beaucoup trop simple. Ça, c'est ce qu'on veut dire sur les réseaux sociaux. Au-delà du business, il y a une logique beaucoup plus profonde autour de l'accessibilité du monde du sport automobile et du top de la simulation auto. Il fallait créer une première porte d'entrée sur console qui mène ensuite à la simulation sur PC. Imaginez le circuit. Vous avez aujourd'hui, j'en sais rien, 6 à 10 ans. Vous découvrez sur la console de papa et maman le nouveau jeu de NASCAR et vous avez kiffé et vous arrivez ensuite sur PC, vous achetez votre volant et ainsi de suite, votre équipement, votre matos et vous allez finir par arriver sur iRacing qui possède cette même IP de NASCAR. Finalement, dès le plus jeune âge, vous allez vous retrouver à être dans l'écosystème iRacing sans même le savoir. Et c'est là la clé du futur d'iRacing.
Ah, les fameux écosystèmes, ce rêve de toute entreprise, ce modèle très connu, notamment chez Apple, c'est les premiers qui personnellement me viennent à l'esprit sur ce sujet-là. Et la question auquel ils ont cherché à répondre, c'est comment est-ce que je peux accompagner mon consommateur durant toute sa vie avec moi. Le fait de développer des jeux sur console pour iRacing, c'est une brique, mais c'est pas la finalité réellement du système. Juste multiplier les jeux, ça serait trop simple pour arriver à enterrer la concurrence. Ils construisent un écosystème complet et de manière bien précise. Chaque nouveauté vous immerge un peu plus dans la vie d'un pilote. On en revient toujours au même fil rouge avec iRacing. Comment vous faire vivre votre vie de pilote de la manière la plus authentique, avec une bonne simu, et la plus accessible, c'est-à-dire la plus plug and play. Revenons donc d'ailleurs sur PC pour illustrer cette stratégie, où il développe depuis des années une IA avancée. Pour le coup, ça fait pas beaucoup de vues sur YouTube, peu de personnes en parlent, mais l'objectif il est très clair chez iRacing, même sur sa simu PC, c'est de développer un mode carrière solo. Et d'ailleurs, les jeux sur console sont un excellent laboratoire pour ça, quel hasard. Parce qu'ils savent que beaucoup de joueurs sur la simulation sur PC, ils en ont marre des lobbies de rookies dans lesquels on n'arrête pas tous de sauter dessus. C'est bon les gars, en MX5, au fond de la salle, on vous voit tous. Avec une IA crédible, vous allez pouvoir rouler seul, sans la frustration d'arriver face à d'autres humains, avant de vous lancer plus profondément dans la course, parce que, je le rappelle encore une fois, on en revient au début de la vidéo, 90% des utilisateurs ont moins de 2000 d'iRating sur iRacing. C'est presque le même nombre de points que vous avez quand vous débutez sur la simulation, pour que vous vous rendiez compte. iRacing.com, ils ont aussi, et ça vous le savez, changé plein de choses chez eux, leur interface utilisateur avec la dernière mise à jour qui a changé complètement lui. Ils ont intégré évidemment au fur et à mesure de leur développement, c'était le cœur, de plus en plus d'éléments de simulation, le cycle jour-nuit, l'arrivée de la pluie, avec des avancées technologiques par rapport à la concurrence importantes, et ils le font surtout de plus en plus rapidement maintenant grâce à leur force de frappe en Europe et aux États-Unis. Si l'on va plus loin pour parler de cet écosystème, vous parlez d'Apple, il faut que je vous parle du coup de ce que vous allez faire sur votre téléphone. Il y a la Companion App sur iRacing où vous pouvez littéralement maintenant suivre votre progression, suivre les prochaines courses qui vont arriver, les planifier, suivre l'actualité du jeu. iRacing est finalement partout et vous êtes toujours connecté à iRacing. Vous êtes encore une fois dans le monde d'un pilote. Et une annonce passée un peu inaperçue illustre le fait qu'iRacing.com est en train de passer la seconde là-dessus. Cette annonce, partagée autour d'un communiqué de presse très simple, c'est le partenariat avec Cosworth. Cosworth, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent pas, c'est une boîte dans le sport automobile qui fabrique des pièces, ils fabriquent historiquement des moteurs et ils accompagnent aussi des écuries à faire fonctionner des voitures de course, pour résumer de manière très simple. Résultat du partenariat avec iRacing, l'intégration au futur d'une télémétrie native sur tous les jeux. Un outil qui était réservé aux pros et qui a son intérêt pour faire progresser et encore une fois accompagner les joueurs durant leur vie de pilote, maintenant directement accessible depuis votre salon. Là où les autres ont travaillé pour eux pendant des années, je parlais des applications tierces et externes qui ont permis à iRacing d'avoir tout un tas d'autres applications, ils sont en train d'internaliser tout ça et d'intégrer à la simulation PC des services en interne, le tout pour le même prix. Parce que oui, iRacing, depuis 8 ans que je suis dessus, n'a jamais bougé le prix de ses abonnements. Et pourquoi ils peuvent faire ça? C'est très simple, on l'a expliqué tout à l'heure. En étant à la fois éditeur et développeur, vous avez à la fois le fait de commercialiser le jeu et le fait d'être proche de vos utilisateurs et de la relation client qui sont ensemble. Et du coup, vous pouvez faire ce genre d'intégration. Parce que oui, je l'ai bien dit, je l'ai dit sur tous les jeux. Ça a été annoncé sur iRacing.com et ça arrivera comme d'habitude technologiquement d'abord sur la simulation PC, mais ça va arriver aussi sur NASCAR 25, ça va arriver aussi sur le futur jeu d'IndyCar. Et là, vous voyez deux intérêts. De 1, financièrement parlant, le transfert de technologie, vous développez une appli mais sur plusieurs jeux. Alors là, bon courage à la concurrence individuelle pour arriver à copier ça. En tout cas, il va falloir des moyens financiers qui sont beaucoup plus énormes que ceux qu'iRacing sont en train d'employer maintenant. Et la conjoncture n'est pas forcément leur avantage. Et pour l'utilisateur lui-même, surtout avec la nouvelle génération qui arrive, d'être toujours connecté sur son téléphone, d'avoir finalement une simplicité d'utilisation et de compréhension de ce qu'ils font dans un milieu qui est compliqué. Ce pourquoi vous êtes sur cette chaîne aussi de base, c'est parce que arriver à acheter un simu, comprendre l'ensemble des simulations, c'est un milieu qui est quand même pas super plug and play et compliqué. Et ça, iRacing le sait et ils essayent au fur et à mesure de leur développement de bichonner leurs utilisateurs
et de faciliter ça. Et cette annonce du partenariat avec Cosworth, ça illustre ce comment iRacing est en train de passer la seconde littéralement là-dessus. Revenons à notre analogie autour d'Apple. Il y a des fonctionnalités partagées, un suivi de votre profil de pilote, et pour aller plus loin, si on s'imagine, je sais qu'ils l'ont déjà dans leur tête, c'est juste une évidence quand vous étudiez le sujet, mais demain vous pourrez très certainement interconnecter vos profils. Le vous de 6-12 ans, ado qui joue à NASCAR, il aura son profil et sa progression depuis NASCAR 2030 par exemple, jusqu'à son arrivée à avoir 25 ans et ses 5000 d'iRating. Il rentre littéralement dans un écosystème, et quand il s'investit dans l'écosystème, tout est plus simple. Et puis, ce qui commence à arriver aussi avec ce nombre d'utilisateurs, c'est que si vous n'êtes pas dans l'écosystème, eh bien, socialement parlant, vous loupez aussi quelque chose, vous êtes hors du groupe. C'est ce qui est en train de se mettre en place, et c'est ce qui fait vraiment le parallèle avec Apple. On a tous ces clichés de « ouais, t'es pas chez Apple ». Et ben, c'est un peu la même chose qui est en train d'arriver sur iRacing. Vous avez des iRacers, et pas non plus que des sim racers. Et puis, en termes de naming, je trouve quand même ça drôle. Avec Apple, vous avez l'iPhone, l'iMac, l'iPad. Bon iRacing, hein. Franchement, le hasard est quand même vachement bien fait autour de cette période-là. Je tiens quand même à le préciser, ce n'est pas une théorie du complot, on se calme dans les commentaires. Alors tout ça, c'est beau, mais ça ne marcherait pas si les fondamentaux n'étaient pas là et si iRacing n'était pas crédible. Et cette crédibilité, elle s'appuie sur beaucoup de pilotes réels que vous connaissez et qui sont sur iRacing. Pilotes de F1, les pilotes d'endurance, les pilotes de rallye. Enfin, il n'est pas rare de croiser des pilotes de toutes les disciplines du sport automobile, mais un homme est réellement la clé de voûte depuis le départ pour comprendre pourquoi iRacing est crédible. Non, l'homme dont je veux parler n'est pas Max Verstappen, même si je reparlerai de Max un petit peu plus tard. Pour connaître cette personne, il faut se poser une question très simple: qui détient iRacing ? Depuis le début, iRacing appartient en partie à un homme, un des cofondateurs, John Henry. Ce nom ne vous dit peut-être rien, par contre, si je vous parle des Boston Red Sox ou même le club de football de Liverpool, ça, je sais que ça vous parle. Eh bien, John Henry n'est autre que le propriétaire des équipes dont je viens vous parler. Autrement dit, financièrement, ça veut dire qu'iRacing, depuis le départ, ils sont cofondés sur les bases d'un mec qui est milliardaire. Voilà, tout simplement. Mais en réalité, c'est ce qui fait toute la différence dans les fondements même d'iRacing, parce qu'iRacing est grâce à ça totalement indépendant. Pas de dépendance à un éditeur comme on l'a vu tout à l'heure, pas de coupe budgétaire et pas de rachat par une plus grosse entité et structure. Vous avez littéralement un milliardaire dans les cofondateurs. Qu'est-ce qu'il en a à faire? Juste à faire grossir le business, c'est tout. Rappelez-vous de notre schéma en début de vidéo. Comparons d'ailleurs le schéma avec les autres. Exemple, Cuno Simulazioni, qui est donc le développeur d'Assetto Corsa. Assetto Corsa qui est édité par 505 Games, donc l'éditeur. Et bien la franchise Assetto Corsa, elle pèse pour plus de la moitié des revenus de 505 Games. Vous imaginez bien que si ça pèse pour la moitié des revenus, s'il y a une baisse de revenus, il vaut mieux sortir des nouveaux jeux, des nouveaux DLC pour un intérêt financier pour 505 Games, l'éditeur. C'est exactement ce qui s'est passé avec Assetto Corsa Evo. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour Assetto Corsa Evo dans la position dans laquelle ils sont? On en a parlé longuement sur la chaîne. C'est parce que 505 Games, quand vous regardez les comptes, ils viennent de faire moins 20%. Malgré avoir fait un record historique de sortie grâce à Assetto Corsa Evo. Ce que vous avez fait, c'est que certes, vous avez arrangé les actionnaires et ça fait plus sympa dans les comptes d'avoir les ventes d'Assetto Corsa pour compenser les 20% de perte de chiffre d'affaires entre 2 années. Mais le problème, c'est que quand vous êtes utilisateur, et bien pour le coup, sur le long terme, Assetto Corsa se fait quand même gentiment égratigner son image. Le plan de la bêta est ce qu'il est. Les délais, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est pas le sujet. Mais ça vous illustre bien la problématique entre éditeurs et développeurs parfois. Le même exemple peut être pris, peut-être futur avec Straight 4 et Project Motor Racing. Je vais pas vous montrer et vous effrayer avec Project Cars 3, mais la débâcle de Slightly Mad Studio qui s'est fait racheter par Codemaster, qui se sont fait eux-mêmes racheter par EA pour sortir la catastrophe qui est Project Cars 3 et finalement arriver à sortir 7 ou 8 ans après Project Motor Racing qui n'est finalement que Project Cars 3, ça illustre cette difficulté entre éditeurs et développeurs. Et si je vais même encore plus loin, le Ultimate cherche encore des fonds avec Studio 397 et du côté d'Electronic Arts et du côté défense, ça va pas beaucoup mieux puisque EA est en train d'être vendu auprès du fonds souverain d'Arabie Saoudite, le PIF, donc c'est pareil, on sait pas par où ça va aller. Et face à tous ces concurrents que j'ai cités et qu'on cite souvent d'ailleurs en concurrence avec iRacing, iRacing eux ils sont indépendants, ils avancent juste seuls, ils sont stables et c'est un cas qui est finalement unique
classique dans le sim racing. Et leur stratégie de développement maintenant, elle ressemble beaucoup à un autre éditeur slash développeur, c'est Riot Games. Riot Games, c'est aussi de base une société américaine qui a été fondée en 2006, 3 ans avant iRacing, et revendue depuis au géant chinois Tencent. Riot Games, vous les connaissez forcément. Ils sont éditeurs et développeurs de jeux depuis le début, avec cette stratégie hybride. Riot Games, ils ont commencé avec un jeu dont vous avez forcément entendu parler, League of Legends, en bien ou en pas bien, hein, ça c'est pas mes oignons, mais ils se sont attaqués ensuite à différents secteurs du jeu vidéo. Ils se sont attaqués ensuite au FPS avec Valorant, et maintenant au versus fighting avec 2x KO ou 2x KO ou 2 fois KO, vous me direz comment vous le prononcez dans les commentaires. Et iRacing, ils sont en train d'appliquer la même stratégie que Riot Games, appliquée aux disciplines du sport automobile. Puisque oui, chaque discipline éditée par iRacing va avoir son propre jeu vidéo. La NASCAR, le World of Outlaws, l'IndyCar, vous voyez l'IMSA arriver, bref, vous pouvez dériver le concept à toutes les disciplines existantes et à la fin, le tout appartient à un même éditeur, iRacing Studios. Au-delà de tous ces points et donc de l'impact illustré de John Henry en tant que cofondateur d'iRacing, toutes les personnes qui font partie du board d'iRacing, déjà elles sont là depuis longtemps et un gage de stabilité politique c'est important, mais surtout chacun d'entre eux a une influence ou prend part à la politique de l'écosystème dans lequel évolue iRacing, c'est-à-dire l'écosystème du sport auto. Parce que je vous ai parlé des Boston Red Sox et de Liverpool, mais John Henry, il a aussi une écurie de NASCAR, après tout, pourquoi pas. Bon, vous vous doutez qu'à un moment donné, ça doit peser dans les négociations, ou en tout cas en termes de réseau, entre le partenariat entre iRacing et la NASCAR qui existe depuis le début. C'est juste un lien qui est évident. Et puis de manière générale, de toute façon, les gens qui ont cofondé iRacing sont des tueurs. J'en ai pas encore parlé jusque-là, mais Dave Kamer, qui est le CEO de iRacing depuis le départ, ce gars-là, avant d'éditer et de développer du jeu vidéo, il était lui-même coureur émérite. Il a roulé en ski barber, quand même 19 victoires à son actif. C'est quand même pas rien dans cette discipline. Et puis c'est surtout l'ancien cofondateur de Papyrus. Alors non, pas le Papyrus du temps des Égyptiens, le Papyrus, développeur de jeux vidéo, qui a développé pour les plus anciens d'entre nous un autre jeu que vous connaissez bien en sim racing, qui n'est autre que Grand Prix Legend. Et ouais, parce que si iRacing, ils en sont là où ils en sont aujourd'hui, après plus de 15 ans de bons et loyaux services, ce n'est pas lié au hasard, c'est le fruit de plein d'investissements et de l'intégration de différentes personnes clés au sein d'iRacing depuis le départ. Et d'ailleurs, on a parlé des hommes qui composent iRacing, mais ces meilleurs avocats, ce ne sont finalement pas eux que l'on ne voit pas dans la lumière. Ceux qu'on voit dans la lumière et leurs plus grands avocats, ce sont les pilotes eux-mêmes. Max Verstappen, Gabriel Bortoleto, Antonio Giovinazzi, Tony Kanaan, Rubens Barrichello, bref, je pourrais vous en citer littéralement pendant 30 minutes de vidéo. Des pilotes de renommée internationale jusqu'à des champions du monde de F1 et qui ne sont pas payés par iRacing pour en faire la promotion. Ils n'en parlent que parce qu'ils en sont utilisateurs eux-mêmes et des utilisateurs réguliers que vous pourrez croiser au plaisir en session. Quand j'ai croisé pour la première fois Lando Norris, Simon Pagenaud ou encore Rubens Barrichello, moi qui étais fan de Schumacher, je peux vous dire que déjà ça fait grave plaisir. Et puis, allez, il y a toujours un petit peu d'ego. On a envie de taper un chrono pour voir ce qu'on vaut par rapport à un pilote. En disant ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est que sur iRacing, il n'y a plus réellement de pilotes virtuels ou de pilotes réels. Ils ont réussi à créer un service et un univers, un monde où il n'y a juste que des pilotes. Maintenant qu'on a dit tout ça, tout n'est pas rose sur iRacing. Ne vous inquiétez pas dans les commentaires, on ne va pas cacher certains de ces problèmes. Le premier, qui n'est pas forcément le plus évident ou celui que vous allez décrire dans les commentaires, c'est celui de l'accessibilité. Je parle ici de l'accessibilité, notamment de la langue. Effectivement, parler anglais, c'est pas toujours naturel. Et iRacing n'était dispo que dans cette langue. Un problème qui vient d'être réglé et annoncé à travers la dernière mise à jour. Première arrivée, celle de la deuxième communauté la plus grosse sur iRacing, la communauté espagnole. Et cocorico, les Français et les Allemands, on arrive juste après pour la prochaine mise à jour et la majorité des grandes langues vont être implémentées sur l'année 2026. La dernière grosse masse de joueurs à utilisateurs qui est en train de se développer, c'est le marché chinois, auquel iRacing n'est pas encore super développé, mais je me fais pas d'inquiétude pour eux, au vu de comment la Chine est arrivée sur les 5 dernières années sur le marché du sim racing, en termes de constructeurs de hardware, il y en a quasiment pas un acteur qui ne sponsorise pas une série sur iRacing.
il y a Conspit, il y a Simagic, il y a Moza, ils y sont tous, donc ils vont y arriver, surtout que ça leur génère des ventes. Donc en termes de corrélation business, à un moment donné, business politique, tout le monde finit par s'entendre quand on arrive à faire de l'argent. Un des autres défauts qui est, je suis sûr, le premier que vous aviez en tête, parce qu'on en a parlé dans les clichés, c'est que iRacing est trop cher. Celui-ci est en train de se régler avec l'arrivée sur console, où vous allez finalement acheter un jeu et puis après des DLC, donc un modèle finalement très classico-classique dans le milieu du jeu vidéo. Il y en a d'autres, comme je l'évoquais, et qui sont liés vraiment à iRacing.com. Il y a énormément de véhicules et du coup les splits sont un peu finalement disparates. Il faudrait regrouper un petit peu tout ça. Le Netscon n'a pas toujours été le meilleur, bien qu'il soit fiable dans honnêtement 95% des cas. Mais voilà, il peut y avoir mieux ailleurs. Pas à ce nombre d'utilisateurs, mais bon, il faut le citer quand même. Et puis graphiquement, iRacing commence à accuser son âge, même s'il a un côté très réaliste sur les réactions, il faut que graphiquement, très clairement, il passe à un prochain step. Et c'est d'ailleurs prévu dans les prochaines mises à jour, je pense que c'est l'un des plus gros projets de 2026 pour eux. Mais même si on parle de tous ces défauts, on est en train de parler de détails, parce qu'il y a un point fort qui surpasse absolument tout ce que je viens de vous dire. Et surtout par rapport à la concurrence, c'est la fiabilité. Et quand je parle de fiabilité, je parle d'un truc tout bête, c'est d'avoir un jeu qui marche, qui tous les 3 mois va avoir des mises à jour de contenu et qui progresse sans cesse. Alors oui, vous payez plus cher. C'est sûr et certain, iRacing est le jeu de sim racing le plus cher à l'heure actuelle. Même si les autres commencent à de plus en plus tendre vers leur modèle, avec des modèles d'abonnement pour avoir accès à certaines fonctionnalités, iRacing reste le plus cher du marché, il faut se le dire. Mais la confiance tirée auprès des utilisateurs parce qu'iRacing se développe toujours constamment, parce qu'il n'y a jamais un bug ou un vrai gros grognement de la communauté qui n'est pas réglé dans les 3 à 6 mois, ça peut paraître long, mais pour un standard jeu vidéo et pour un standard simulation de course automobile, honnêtement, ça l'est pas. Et il n'y a aucun autre jeu qui peut se targuer d'avoir une telle fiabilité dans les fonctionnalités. Je sais que si je vais sur iRacing et dès que j'installe iRacing, ça va fonctionner. Point barre. Ça veut pas dire, attention, qu'il faut pas améliorer ces aspects, c'est pas ce que je dis. Mais dans le fonctionnement d'iRacing, vous savez que ça va être amélioré, vous savez que ça va être traité, vous savez qu'il y a un suivi, vous savez qu'il y a la stabilité, et bah du coup, vous êtes juste serein, vous en profitez, de temps en temps vous allez sur d'autres jeux, mais une fois que vous êtes sur iRacing, c'est compliqué de se contenter d'autre chose. On revient désormais à notre toute première question de base et le titre de cette vidéo. Est-ce que iRacing est en train de tuer la concurrence? C'est pas exactement ça. La vérité, c'est que la concurrence est en train de nourrir iRacing. Et c'est arrivé sous vos yeux il y a exactement 10 ans. Alors beaucoup d'entre vous n'étaient pas là parce que vous êtes arrivés pendant la période de Covid. Mais il y a 10 ans est sorti Project Cars. C'était le jeu qui a vraiment popularisé l'équipement en sim racing. Les moteurs brushless à l'époque, les T300, les TX. On s'est tous équipés, on a tous commencé à arriver en simulateur. Ça a été la première grosse vague avant le Covid. Et combien d'utilisateurs de Project Cars qui ont démarré sur console sont aujourd'hui des utilisateurs réguliers d'iRacing? Beaucoup d'entre eux. Et c'est le même cycle qui se répète chaque année avec des sorties de jeux qui font de la hype, puis de la déception, puis qui montrent ce qui se fait d'autre sur le marché et les gens qui finissent par arriver sur iRacing, ça fait partie de leur croissance organique. Et une fois dedans, comme je le disais, pour le coup, c'est difficile de se contenter d'autre chose parce que vous êtes dans un écosystème complètement intégré et que maintenant, avec les sorties des nouveaux jeux, ils viennent même directement vous chercher depuis le berceau, à savoir la console. La vision d'iRacing, encore une fois, elle est simple, mettre le monde de la course dans votre vie quotidienne, peu importe votre niveau. On l'a évoqué, les développements autour de l'IA, la companion app sur votre téléphone, les langues, la télémétrie, les consoles, iRacing est en train de construire un empire. Et le paradoxe dans tout ça, c'est qu'on a à peine parlé du gameplay d'iRacing, parce qu'en fait c'est naturel. iRacing, ce qui fait leur force, comme on l'a évoqué, ils sont centrés autour de leurs utilisateurs. C'est vous et moi qui les intéressent, pas le bruit sur les réseaux, pas les intérêts premiers financiers, il y en a évidemment, on est autour d'une boîte, mais le cœur même du système, c'est contenter l'utilisateur et offrir la meilleure expérience possible. Donc la vraie question, même par rapport à la concurrence, c'est pas de savoir si iRacing va gagner, mais plutôt qui demain pourra lui résister.